bienvenue. Alors pour notre analyse du jour, on va se pencher sur une situation particulièrement explosive. Et on va le faire à travers deux prismes très différents. Oui, tout à fait. D'un côté, on a une déclaration politique, elle est extrêmement forte, attribuée au leader sud-africain Julius Malema, et elle vise très directement le Rwanda. Et son rôle présumé au Congo, oui. Exactement. Et de l'autre côté, on a des documents plus froids, on va dire, des rapports, des déclarations officielles qui, eux, présentent une logique complètement différente. Notre mission aujourd'hui, c'est de naviguer un peu entre ces deux récits. On va commencer par décortiquer la puissance narrative de la déclaration de Malema. Comprendre pourquoi elle est si percutante. Voilà, et puis on la confrontera à l'autre version de l'histoire pour voir où les narratifs s'affrontent, se contredisent. Et surtout, ce que ce choc nous apprend sur la complexité du conflit dans l'Est du Congo. C'est ça. En fait, le point de départ, c'est vraiment cette tension fondamentale. La source de Malema nous plonge dans un récit de trahison, de duplicité à l'échelle internationale. Oui. On a une façade diplomatique, symbolisée par une poignée de main dans le bureau ovale, et puis en coulisses, une guerre brutale qui, elle, continuerait. C'est un texte qui cherche à choquer. À simplifier, pour mobiliser. Exactement. Bon, décortiquons ça. La déclaration, elle s'ouvre sur une image qui frappe vraiment l'imagination. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi, ensemble à Washington, dans le bureau ovale. En train de signer un accord de paix. Voilà. Difficile de faire plus solennel. Ah non, c'est le décor parfait. Le bureau ovale, c'est le centre symbolique du pouvoir mondial. Une photo là-bas, c'est un engagement qui est pris devant toute la communauté internationale. Bien sûr. Et c'est justement ce décor que la source utilise comme un tremplin pour sa première attaque. Oui, la question posée elle est brutale, je cite. Allez-y. Comment un président rwandais peut-il se rendre jusqu'au bureau ovale, s'asseoir avec le président de la RDC, Tshisekedi, et signer un accord de paix, puis rentrer chez lui et continuer à alimenter ses milices rebelles dans les forêts du Congo? La juxtaposition est violente. Et c'est toute la force de l'argument. Il ne s'agit pas de dire que l'accord a échoué. Ça peut arriver. Non. Il s'agit de dire que l'accord était une imposture dès le départ. Une tromperie. C'est ça, le contraste entre le bureau ovale, lieu de l'ordre de la loi, et les forêts du Congo qui évoquent le chaos, la violence clandestine. Tout ça est conçu pour ne laisser aucune place au doute. L'un des acteurs est présenté comme un maître de la tromperie. Voilà. D'ailleurs, le texte, il conclut cette première partie de façon très claire. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la tromperie. C'est un verdict, en fait. Totalement. Mais est-ce que cette image, aussi puissante soit-elle, est-ce qu'elle résiste vraiment à l'épreuve des faits? La situation est-elle si manichéenne? C'est là que ça devient complexe. Parce que si on regarde nos autres sources, notamment les communications rwandaises ou certains rapports de sécurité, un tout autre récit émerge. D'accord. Un récit qui ne nie pas les tensions, mais qui en explique les causes très différemment. Le Rwanda ne se voit pas du tout comme un agresseur, mais plutôt comme un acteur qui répond à une menace existentielle à ses frontières. On entre dans le vif du sujet. La déclaration de Malema, là, elle devient très concrète. Elle nomme les milices du M23, des villes comme Uvira, Goma, Bukavu. Et elle insiste sur les victimes, des femmes et des enfants. Ça ancre vraiment le propos dans une réalité humaine tragique. Et le choix de ces villes n'a rien d'anodin, bien sûr. Pour quiconque suit un peu la région, Goma, c'est le point névralgique du Kivu. C'est une ville stratégique juste à la frontière rwandaise. Et le M23? Le M23, c'est ce groupe rebelle qui, selon de très nombreux rapports de l'ONU, reçoit un soutien actif du Rwanda. Donc, en nommant ces lieux, la source touche au cœur du conflit militaire. On passe d'une critique politique à une chronique de guerre, exactement. Ensuite, la déclaration avance ce qu'elle présente comme le mobile du crime, l'argent. Elle dit, je cite encore, « Kagame profite du chaos au Congo. Il prospère grâce aux minerais pillés, aux vies volées et au silence de ses puissants alliés. » L'accusation de prédation économique. Elle est posée. Et c'est un argument extrêmement puissant, parce qu'il s'inscrit dans une longue histoire, celle des minerais de sang. Bien sûr. L'idée que les guerres dans la région des Grands Lacs sont alimentées par la convoitise pour le coltan, l'or, le cobalt, ce n'est pas nouveau. Non. Ce que fait cette déclaration, c'est de personnaliser, d'actualiser cette accusation en la concentrant sur une seule figure et un seul pays. Et la phrase finale de cette section est un véritable coup de poing narratif. Le Rwanda bénéficie de la production des mines contrôlées par les rebelles, tandis que le Congo enterre ses enfants. L'opposition est totale. L'économie d'un côté, la mort de l'autre. C'est une formule choc. Mais
Si on met ce récit en face de l'autre, celui du Rwanda, l'équation se complique énormément. D'accord. Kigali ne parle pas de minerais. Kigali parle des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est-à-dire? Il s'agit de groupes armés qui ont été formés par d'anciens responsables du génocide de 1994, qui se sont réfugiés dans l'est du Congo et qui depuis 30 ans représentent une menace directe pour la sécurité du Rwanda. Donc, si je comprends bien, du point de vue rwandais, leurs interventions ou leur soutien à des groupes comme le M23, ce serait une mesure défensive, C'est ça. une façon de créer une sorte de zone tampon et de chasser des groupes qui menacent leur pays? C'est précisément leur argumentaire. Ils affirment que l'armée congolaise a, par le passé, collaboré avec ces FDLR et que l'État congolais est soit incapable, soit peu désireux de neutraliser cette menace. Donc ils agiraient par défaut. Face à cette inaction, ils se réservent le droit d'agir pour leur propre sécurité. On a donc deux logiques qui s'affrontent complètement. Celle du pillage économique, Contre celle de l'impératif sécuritaire. voilà. Et la vérité, elle est probablement un mélange très complexe des deux, mais chaque camp ne présente que la moitié de l'équation, celle qui l'arrange. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le tableau est plus nuancé, d'accord, mais la déclaration de Malema ne s'arrête pas là. Elle ne vise pas que les acteurs régionaux. Non, elle vise plus haut. Elle met en cause les États-Unis. Elle les qualifie de garants de cet accord. Qu'est-ce que ça implique au juste, ce terme de garant? C'est très très habile. Être garant, ce n'est pas juste être l'hôte d'une rencontre. C'est se porter caution de la parole qui a été donnée. Ah oui, je vois. En utilisant ce mot, la source dit aux Américains « Cette signature, elle a eu lieu sous votre autorité, dans votre bureau le plus sacré. Si elle est bafouée, c'est votre propre crédibilité qui est en jeu. Ça transforme une dispute régionale en... » En un test pour la diplomatie américaine. Tout à fait. Et le texte pousse la logique jusqu'au bout, avec une sorte de mise en demeure. Je lis « Si l'accord de paix a une quelconque valeur, alors les États-Unis doivent demander des comptes au Rwanda, sinon... » Et le sinon est lourd de sens. Sinon, cette photo du bureau ovale n'est qu'une mise en scène pendant que les forêts du Congo brûlent. C'est une façon de dire, soit vous agissez, soit vous admettez que votre diplomatie n'est que du théâtre. Et ça touche une corde sensible. La critique d'une diplomatie internationale qui se contenterait de photo-ops, de séances photos sans aucun suivi sur le terrain. C'est récurrent. Oui, on entend souvent ça. La source utilise cette critique latente pour essayer de forcer la main de Washington. Le message, c'est « Vous ne pouvez pas vous contenter d'une victoire médiatique, il faut maintenant assumer le coût politique du suivi de cet accord. » Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut vraiment attendre d'un garant qu'il agisse comme une sorte de police mondiale, surtout dans une région aussi complexe? C'est toute l'ambiguïté de ce rôle. Un garant a des outils de pression, bien sûr, diplomatiques, économiques, mais leur utilisation a toujours un coût. Ça a toujours des conséquences géopolitiques. C'est certain. Dans ce cas précis, il faut se rappeler que les États-Unis et d'autres puissances occidentales ont longtemps considéré le Rwanda comme un pôle de stabilité, un partenaire de développement efficace dans une région très chaotique. Donc, demander des comptes de manière trop agressive... Ça pourrait fragiliser cet allié. La déclaration de Malema, elle ignore volontairement cette complexité. Elle présente la question comme un simple choix moral. On arrive à la fin de la déclaration. Elle se conclut par un appel à l'action très très direct. 2 phrases, c'est tout. Nous devons être solidaires du peuple congolais. Le Rwanda doit se retirer du Congo sans condition. C'est net et sans bavure. Le mot-clé ici, c'est « sans condition ». En langage diplomatique, c'est une déclaration de guerre, ou en tout cas la fin de toute négociation possible. Ça ferme la porte. Ça signifie qu'il n'y a rien à discuter. La présence rwandaise présumée est présentée comme une invasion pure et simple qui doit cesser, immédiatement. Ça exclut toute prise en compte des préoccupations de sécurité qu'on a évoquées juste avant. Et si on se place de l'autre côté, j'imagine qu'un retrait sans condition serait vu comme une capitulation stratégique, non? Ah, absolument. Du point de vue de Kigali, un retrait sans la garantie que les groupes armés qui lui sont hostiles soient neutralisés, ce serait impensable. Leurs conditions à eux seraient? Leur condition serait au contraire la sécurisation totale de la frontière et l'élimination de la menace FDLR. On voit bien ici que les deux positions de départ sont diamétralement opposées. Et ça rend toute solution négociée extrêmement difficile. Voilà. Chacun demande à l'autre de céder sur ce qu'il considère comme étant non négociable. Et l'appel à la solidarité avec le peuple congolais, il cherche à internationaliser le soutien, c'est ça? Oui, c'est une tentative de construire une coalition morale au-delà des chancelleries. En s'adressant au peuple plutôt qu'au gouvernement, la source cherche à mobiliser la société civile, les diasporas, les opinions publiques. Créer une vague de pression populaire. Exact.